Les débats de la présidentielle, une émission de France Inter avec Le Monde, Public Sénat et Dailymotion. Mathieu Aron. Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle. Alors depuis plusieurs semaines, la campagne vit au rythme de la crise économique, mais une campagne, c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux grands enjeux de société. Et parmi eux, celui qui nous concerne tous, c'est la famille, le thème de la famille. Et en quelques années, tout a été bouleversé. Famille recomposée, famille monoparentale, et puis il y a la question du mariage homosexuel, d'où cette interrogation. Existe-t-il encore en 2012 un modèle familial? Pour en débattre, avec nous deux invités. Christine Boutin, vous êtes ancienne ministre et surtout candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, face à vous, Marisol Touraine, bonsoir également, députée socialiste. Vous êtes dans l'équipe rapprochée de François Hollande. Pour vous interroger toutes les deux, à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Alors, première question, c'est pour vous, Christine Boutin. Hier, le quotidien La Croix a publié une enquête assez passionnante qui montre que depuis que les procédures de divorce par consentement mutuel se sont considérablement accélérées, il y a en réalité de plus en plus de conflits ensuite, ce qui fait que les couples sont obligés de repasser devant le juge. Alors, question, est-ce qu'on a voulu trop simplifier le divorce ? Je suis pas surprise de cette analyse, de cette étude, parce que un divorce, on a voulu faire croire que c'était quelque chose d'assez simple, qu'on pouvait, comme ça, du jour au lendemain, dire tiens, on s'aime plus, ça va plus, et on se quitte, et donc il fallait faciliter la séparation, et ça réglait le problème. En réalité, quand on a pris le risque de s'engager dans le cadre du mariage, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez profond, et ça ne peut pas, les conflits, et on le sait très bien, la psychanalyse, la psychiatrie le montrent très, très clairement, on ne peut pas régler un conflit simplement comme ça en claquant des doigts. Est-ce qu'il faut revenir alors sur ces nouvelles procédures de divorce qui ont été introduites dans la loi française en 2004 ? Alors, écoutez, c'est pas dans mon projet, hein, je vous le dis clairement, mais cela dit, votre question mériterait d'être posée. Quel est l'intérêt du divorce ? Pourquoi est-ce qu'il y a le divorce ? Le divorce, il est fait pour protéger au moment de la séparation, après un engagement d'un homme et une femme devant le maire, au moment de la séparation, de protéger le plus fragile. Il est certain que la simplification des procédures de divorce ne protège pas le plus fragile. On met tout le monde au même niveau en disant il n'y a pas de problème et que, puisqu'on a décidé, on doit pouvoir faciliter cette séparation. Je ne crois pas que ça soit la bonne solution, effectivement. Alors Marisol Touraine, une centaine de députés UMP ont déposé un projet de loi récemment justement à propos du divorce et ils veulent faire en fait du modèle de la garde alternée le modèle de base du divorce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de proposition ? Et puis on posera la question aussi à Christine Boutin. Ouais, je suis prudente. Je crois que la garde alternée, c'est une très bonne solution dans beaucoup de cas où les familles se sont séparées, où les parents se sont séparés. Mais je ne suis pas favorable à l'idée qu'il n'y aurait qu'un modèle. Vous savez, la famille aujourd'hui, elle est diverse. Le modèle familial, il a évolué. Il n'est pas en crise, il a évolué. Et c'est une bonne chose d'une certaine façon. Je crois que quand on veut faire croire qu'il y a eu un âge d'or de la famille, on se trompe parce que on renvoie à une période où le soi-disant âge d'or de la famille, c'était l'épouse qui était soumise à son mari, les enfants qui n'avaient pas le droit de s'exprimer. Et c'est tout cela qui a évolué avec des aspects positifs, d'autres qui le sont moins, certains qui sont difficiles. Et donc, nous constatons que on peut le regretter ou pas, mais c'est un fait. Des familles, les couples se séparent. Il y a 40% de divorces environ. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte que les enfants trouvent leur place le mieux possible. Quand c'est la garde alternée, c'est une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que le modèle traditionnel, c'était les enfants restent par principe chez la mère. Ça n'est pas nécessairement le bon modèle. Et est-ce que vous êtes prête à accélérer les dispositions pour rendre cette garde alternée plus fréquente? Parce qu'en France, aujourd'hui, elle ne représente que 14% des cas. Il y a des pays où ce modèle
ou ce type, en tout cas, de garde, la garde alternée est beaucoup plus fréquente. Écoutez, il faut faire en sorte que le juge, puisque c'est le juge qui tranche, puisse plus facilement décider de la garde alternée lorsque ça correspond à l'intérêt de l'enfant. Et il ne faut pas donc que le juge interprète les textes existants comme renvoyant systématiquement la garde de l'enfant à la mère. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il faille dire qu'il y a un modèle et un seul en matière. Vous n'allez pas voter la proposition de loi UMP si elle est présentée. Ça dépend de la façon dont elle serait rédigée, mais je ne crois pas à un modèle unique. Christine Boutin, sur cette thématique de cette garde alternée qui concerne beaucoup de monde. Oui, alors la garde alternée, moi je pense que c'est une bonne réponse quand il y a la séparation, mais cela dit, c'est une bonne réponse pour des cas tout à fait exceptionnels. C'est-à-dire, on se demande à la limite pourquoi on se sépare. Parce que pour que la garde alternée soit véritablement réussie, garde alternée, ça veut dire qu'on est 8 jours chez le parent, chez le père, une semaine. Ce qui veut dire qu'au niveau scolaire, il faut tout de même que le père et la mère n'habitent pas trop loin, parce que entre Marseille et Paris, ce n'est pas possible à mettre en application. Donc, à la limite, en poussant la réflexion jusqu'au bout, on peut se dire que la garde alternée, elle est là pour des cas où vraiment on s'est séparés, alors qu'on se voit encore beaucoup. Il faut qu'il y ait de bonnes relations entre le père et la mère. Pour vous, c'est une sorte de mariage à distance qui se poursuivrait. Oui, absolument. Attendez, mais laissez-moi terminer sur cette garde alternée. Je pense que, comme vous, c'est une réponse, mais c'est une réponse pour des couples qui ont des soucis d'oxygène, de séparation et d'indépendance, mais pas véritablement où il y a le conflit. Quand il y a un véritable conflit dans la famille, la garde alternée n'est pas applicable. Donc, elle n'est pas... Alors moi, si vous voulez, comme responsable et candidate à l'élection présidentielle, je pense que l'État doit assurer le bien commun, l'intérêt supérieur. Et l'intérêt supérieur, ça je pense qu'on se rejoindra, c'est l'intérêt de l'enfant. Et moi, je pense que l'intérêt de l'enfant, dans la majorité des cas, sauf quelques exceptions, et il faut prévoir ces exceptions, c'est que l'enfant garde son père et sa mère. Sur ces questions-là, au fond, quand on vous écoute depuis le début de cette émission, est-ce que vous estimez que finalement, en France, il y a une espèce de consensus avec un socle qui est la famille, même si en effet, elle a évolué? Est-ce qu'il y a des différences politiques ou est-ce qu'il y a des appréciations, je dirais, plus modernes ou plus conservatrices du modèle familial, finalement? Je crois qu'il y a une conception plus moderne qu'une autre. Je pense que la gauche a su tenir compte et accompagner l'évolution des modèles familiaux. Aujourd'hui, la famille, en fait, c'est des familles extrêmement diverses. Et le reportage que l'on entendait tout à l'heure montre d'ailleurs que des enfants qui se retrouvent dans des situations a priori comparables le vivent de façon différente. Et donc, Christine Boutin n'est pas tout à fait de votre avis. Je crois donc qu'il y a une évolution une question précise, des modèles qui a été portée par la gauche. Toutes les deux, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'on pourrait réellement créer dans ces familles recomposées qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses un véritable statut du beau-parent ou pas? Sur ce point, Christine Boutin? Écoutez, ça m'a peut-être valu mon éviction du gouvernement. Vous savez qu'il y a eu une tentative en 2008, lancée par Madame Morano, de la création d'un statut du beau-parent. Je pense que le statut du beau-parent, c'est la fin absolument de la famille. Alors, quand vous liez modernité, progrès à l'adaptation, des comportements individuels et intimes, moi, je ne trouve pas personnellement que ce soit le progrès. Parce que derrière ces différents comportements que l'on suit et pour lesquels on adapte la loi, eh bien, on s'aperçoit que les enfants sont basculés, sont trimballés et on voit une violence de l'enfant ce qui se développe énormément, et on peut se poser la question si le devoir de l'État n'est pas d'assurer plutôt une stabilité familiale plutôt que de faciliter l'instabilité familiale. Sur cette question du beau-parent qui a valu visiblement à Christine Boutin de quitter le gouvernement. Je suis favorable et nous sommes favorables au statut du beau-parent. Je vais le préciser, mais je tiens à dire que la famille, elle évolue. Et qu'on ne peut pas considérer que l'État doit marquer ce que doit être la famille. L'État doit faire en sorte... L'État, voilà, il y a un désaccord. L'État, il doit permettre à chacun de vivre pleinement et de manière sécurisée ses engagements affectifs, ses liens d'amour. Et je crois que ensuite, lorsqu'il y a eu mariage ou pas mariage, d'ailleurs. Il faut protéger les enfants. Mais je tiens à dire que
il appartient à un gouvernement, enfin à l'État, d'assurer la protection du plus faible. Mais il ne lui appartient pas de dire sous quelle forme doit s'organiser la famille. Non, vous savez, sinon, avec ce type de message, Christine Boutin, c'est exactement, non pas vous, puisque c'est vos prédécesseurs, si j'ose dire, qui ne comprenaient pas que les femmes demandent leur émancipation. C'est la raison pour laquelle on s'est ensuite opposé au divorce. Vous êtes vous-même opposé au Pacs. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a diverses formes de familles qui vivent très bien, dans lesquelles les enfants sont heureux, les hommes et les femmes sont heureux. Les adultes le vivent peut-être très bien, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a un développement de la violence de plus en plus jeune, et on peut se poser la question de savoir si la société que les responsables politiques sont en charge de mettre en place ne constitue pas ces germes de violence. Moi, je ne crois pas que l'instabilité familiale développe la paix, et donc je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire. On va poursuivre sur ce débat. L'État est responsable de cela. On entend que effectivement le modèle familial est effectivement bouleversé et se pose bien entendu aujourd'hui la question du mariage homosexuel. Je vais tout de suite vous interroger bien entendu sur cette question, mais tout d'abord écoutez ce témoignage ou plutôt cette mise en perspective d'Anne Cadoret. Elle est anthropologue au CNRS et elle est au micro de Baptiste Etchegaray. La France est-elle très en retard par rapport aux autres pays européens? Elle est très bloquée. Je sais pas si c'est un retard ou non, mais elle est très bloquée. Elle se crispe sur on n'a que 2 parents, un homme et une femme. Alors que vous avez des pays, par exemple catholiques comme l'Espagne, qui ont reconnu le mariage des homos et la filiation de 2 parents. 2 lesbiennes peuvent très bien demander une procréation médicale assistée en Espagne, être mariées et que la compagne de la mère est déclarée seconde mère de l'enfant. La France, on a la particularité, si vous voulez, si on relie mariage et filiation, que le mariage entraîne la filiation en France. Par exemple, quand un couple est marié, un couple hétéro est marié, d'office, le mari de la mère est le père de l'enfant. Même maintenant, il peut faire dénier sa paternité, mais c'est tout un acte juridique. Donc permettre le mariage des homos, c'est poser la question de la filiation des homos. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu le Pacs. Parce que le Pacs, au départ, c'était éviter que les homos se marient. Enfin, que l'alliance des homos, l'alliance matrimoniale, donne lieu à une filiation. Et qu'est-ce qu'on voit avec le Pacs, ce qui est absolument sidérant, c'est que c'est les hétéros qui... Enfin, les homos l'utilisent, mais les hétéros en ont beaucoup profité. Donc on arrive à un autre modèle de mœurs dans ce lien mariage-filiation. Par contre, au niveau loi, on n'arrive pas à bouger. Alors Marisol Touraine, le PS s'est prononcé pour le mariage homosexuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons? Oui, nous sommes favorables à la mise en place très rapidement. Si François Hollande est élu président de la République, dès 2012, une loi sera présentée qui permettra aux homosexuels de se marier. Vous pensez que la société française est tout à fait prête à accepter ce type de mariage? Je crois que d'abord la société française a considérablement évolué au cours des dernières années. Quand on se souvient des débats enflammés sur le Pacs, on s'aperçoit aujourd'hui qu'au fond, tout cela est devenu assez banal. Et par ailleurs, je dois le dire, au-delà de l'évolution de la société française, il y a une question de conviction, de valeurs que nous souhaitons porter. Et il appartient à un responsable politique de faire des propositions clairement et d'entraîner aussi la société, pas simplement de la suivre. Et on est d'accord, ce serait exactement le même mariage que celui qui existe. Je vous pose cette question parce que on sait que dans les cartons de l'UMP, il y a actuellement un projet en préparation qui envisage un mariage homosexuel qui ne serait pas le Pacs et qui ne serait pas le mariage hétérosexuel, un nouveau mariage. C'est pas de ça dont vous parlez. Non, et ça devient très compliqué. Vous savez, Nicolas Sarkozy avait promis en 2007 l'union civile pour les homosexuels. C'est passé à la trappe comme beaucoup d'autres propositions, y compris en matière de famille, parce qu'on ne peut pas dire que le bilan de la droite en matière de famille soit resplendissant. Mais donc nous le disons clairement, il ne s'agit pas de faire des sous-catégories, d'avoir un mariage à tiroir. Il y a un mariage qui doit pouvoir être accessible à tous ceux qui le souhaitent. Christine Bottin, vous êtes franchement opposée à ce type de mariage. Je crois qu'effectivement, dans l'échiquier politique, je suis malheureusement un peu seule. Mais je crois que je suis à peu près la dernière, à droite comme à gauche du reste, à être
totalement hostile au mariage homosexuel et à l'adoption homosexuelle. En 2 mots, vous pouvez nous rappeler pourquoi? Alors, je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Marisol Touraine sur le pacte. Je voudrais simplement dire qu'effectivement, les débats ont été enflammés. Tout le monde a pensé que c'était pour un ersatz de mariage pour les homosexuels. En fait, c'est 96% d'hétérosexuels qui s'en servent. Ce ne sont absolument pas les homosexuels. Donc, il faut faire très attention par rapport à la situation de la société. Non, mais vous non plus, parce que tout le monde pensait que c'était pour les homosexuels. Donc, on a tous été... Si, alors là, vous ne pouvez pas dire le contraire. L'évolution de la société a été celle-là. Ce n'est pas forcément ce que prévoient à chaque fois les parlementaires, mais sur le mariage homosexuel. Alors, si vous voulez, la grande différence qui existe entre le PS et ce que je défends, et peut-être même l'UMP qui a effectivement des tentations, et je m'y opposerai, et c'est une des justifications de mon engagement dans la présidentielle, c'est qu'en réalité s'opposent là deux idéologies. Il y a l'idéologie qui est celle culturelle, c'est-à-dire que, et c'est celle que défend Madame Touraine, c'est-à-dire on peut concevoir un mariage, mais pourquoi faire un mariage? Dans quel objectif fait-on un mariage? Parce que 2 hommes s'aiment ou 2 femmes s'aiment, il faut répondre à un désir, et ce désir doit être contenté. Même si ça ne représente rien pour l'État, puisque parce que ces mariages entre homosexuels ou lesbiennes ne donnera jamais naissance à un enfant, sauf par des... Est-ce que c'est un début, puisque cette émission est consacrée à la famille, est-ce que c'est un début de famille, un couple homosexuel, homme ou femme? Qu'il y ait de l'amour, et moi je respecte tout à fait les comportements individuels de chacun, et chacun fait comme il peut, pas obligatoirement comme il veut, il fait comme il peut. Mais moi, comme responsable politique, je sais que l'intérêt supérieur de l'État, c'est d'assurer la pérennité de cet État. La pérennité de cet État, elle se fait par la naissance des enfants. Or, aucun accouplement d'homosexuels ou de lesbiennes ne donnera naissance à un enfant. Alors on peut aller adopter à l'extérieur, mais de toute façon, il faudra toujours une cellule masculine et une cellule féminine pour qu'il y ait un enfant in fine. Alors, par rapport à l'adoption... Donc, si on vous suit, ce mariage serait contre nature, on est d'accord? Ce mariage est contre la réalité biologique humaine, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. Marisol Touraine, sur ce point, vous répondez et on passe à une autre partie de ce débat. Je respecte vos convictions et votre engagement, mais l'argumentation ne tient pas une seconde. Ah bon? On ne peut vous pas... faites un enfant comment vous? On ne peut pas comment dire... Vous faites un enfant? Attendez, on ne peut pas dire que l'État est gagnant ou perdant parce qu'il y aurait... Attendez, cela fait des années que les hommes et les femmes dans notre pays se marient moins et ils font plus d'enfants. Donc le mariage n'est pas la garantie ou la condition d'avoir des enfants. Par ailleurs, ce sont des clichés. Vous avez des couples hétérosexuels qui ne parviennent pas à avoir des enfants et qui adoptent. La question de l'adoption et de l'adoption est posée aussi pour les couples homosexuels. C'est la raison pour laquelle nous sommes cohérents et nous disons que nous ouvrons le droit à l'adoption aux couples homosexuels parce qu'aujourd'hui un célibataire ou une célibataire peut adopter alors qu'un couple homosexuel ne le peut pas. Et donc vous répondez rapidement et puis peut se marier. Vous répondez rapidement et on laisse la parole à Luc Bronner qui a envie de vous poser une question sur un tout autre thème. Pour moi, chaque enfant a besoin d'un papa et d'une maman. C'est pas une référence masculine ou féminine. C'est une différence pour lui que ce soit un couple qui puisse adopter mieux qu'un hétérosexuel qui est drogué, qui boit, etc. Vous n'allez pas me faire le schéma classique. Non, mais bien sûr. Plutôt que des alcooliques qui se tapent dessus. Je comprends bien. Mais on n'est pas assuré non plus que chez les homosexuels, il n'y a que des gens qui sont... Alors, donc, sur cette position, effectivement, là, il y a une rupture importante. Vous êtes pour la construction culturelle. Non, pas culturelle, juridique. C'est l'application très directe de la théorie du gender que je combats. Et donc, moi, je souhaite le respect de la nature. On a entendu votre position, effectivement, sur ce thème. Je ne suis pas dans une démarche culturaliste. C'est l'ouverture d'un droit. Je tiens à le dire. Luc Bronner vous interroger sur très libéral, alors. Très libéral. Point. Donc, Luc Bronner, si on lui laisse la parole, va pouvoir poser une question autour des allocations familiales. Vous me permettrez d'élargir le sujet sur la thématique des allocations familiales, qui est une thématique très grand public. Aujourd'hui, on le sait, les allocations familiales sont identiques, quels que soient les revenus, avec par exemple 286 € pour une famille avec 3 enfants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour des raisons d'égalité, il faut plafonner les allocations familiales? Christine Boutin.
Écoutez, moi, le projet que je propose supprime les allocations familiales. Alors, vous voyez, je suis beaucoup plus radical que tout le monde. Je propose la création d'un revenu de base qui donne à chaque personne de la naissance à la mort ce revenu de base de 200 € jusqu'à 18 ans et de 400 € de 18 ans à la mort et qui fait, effectivement, quand vous avez votre chiffre pour une famille de 3 enfants, moi, 3 enfants, 400 plus 400, ça fait 800, plus 200, ça fait 1000. Ça fait déjà 1000 € qui sont assurés à cette famille. Un revenu minimum de 1000 € pour une famille. Sans aucune condition de ressources et tout ça, pour moi, est financé à budget constant. Les allocations familiales ne sont qu'un élément de la politique familiale, y compris dans le versement des prestations ou de la redistribution financière. Donc, nous ne sommes pas favorables spécialement à une modification des règles qui concernent le versement des allocations familiales. Le même niveau d'allocation familiale qu'un SMICAR. L'élément central, c'est la question du quotient familial dans le cadre de la fiscalité qui donc, avantage... Dans votre réforme fiscale, vous allez toucher au quotient familial? Nous allons le modifier, le moduler pour faire en sorte qu'il ne profite pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de façon aussi massive en faveur des familles les plus aisées, puisque plus vous gagnez de l'argent, plus vos revenus sont élevés, plus le quotient familial est important, ce qui veut dire que, évidemment, la redistribution se fait à l'envers et que lorsque vous ne payez pas d'impôts, ce qui est quand même le cas de ceux qui ont les revenus les plus bas, vous ne bénéficiez pas du quotient familial. Donc nous sommes favorables à une modification de ce dispositif. Et Christine Boutin est d'accord, et Luc Bronner a la parole. Une précision technique importante sur un dossier qui est extrêmement technique, sur la problématique de la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. CSG qui correspond à une taxe individuelle, impôt sur le revenu qui correspond à une taxe familiale, pour aller vite. L'idée de fusionner les deux, est-ce que ça peut comporter pour vous la disparition du quotient familial ? Pas du quotient familial. Non, enfin, nous ferons en sorte que les modalités techniques du rapprochement dans un premier temps de la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu maintiennent un mécanisme qui permette de reconnaître la place de la famille dans ce que l'on apporte en contribution. C'est-à-dire qu'il est normal qu'un couple qui a le même revenu que le couple voisin, mais qui a des enfants, bénéficie d'un avantage fiscal. Simplement, nous le modifierons. La CSG aujourd'hui. Voilà, mais donc nous allons modifier, faire en sorte qu'il y ait véritablement comme c'est le cas aujourd'hui, un avantage fiscal maintenu pour les familles, mais en faisant en sorte que cet avantage soit modulé pour ne pas profiter aux plus hauts revenus. Question pour toutes les deux. Est-ce que vous prévoyez, d'une manière ou d'une autre, de venir un peu plus en aide à ces femmes qui sont en fait l'essentiel des familles monoparentales, c'est-à-dire ces mères qui élèvent seules 1 ou 2 enfants, et on sait que ces personnes vivent souvent dans de grandes difficultés, pas toutes, mais un certain nombre. Et alors, qu'est-ce que prévoit vos programmes au Parti Socialiste et qu'est-ce que vous proposez, Christine Boutin ? Rapidement, parce que sur la fiscalité, moi aussi, j'ai des propositions très claires, puisque je remets complètement à plat la fiscalité, tout le monde paie l'impôt chez moi, dans mon projet, dès le premier euro. Il y a 2 tranches, simplement, impôt sur le revenu et sur le capital, 2 tranches, jusqu'à 20 000, c'est 20%, et au-dessus de 20 000, c'est 15%. Le quotient familial n'existe plus chez moi, il n'y a plus de quotient familial. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aide à domicile, par exemple les emplois familiaux, pour aider par exemple les familles? Les emplois familiaux sont maintenus, donc c'est une niche qu'on garde. C'est en dehors, cette affaire, bien sûr. Mais, sur les familles monoparentales. Alors, sur les familles, mais le revenu de base que je propose, et je ne comprends pas que les partis institutionnels ne réfléchissent pas davantage sur cette idée. Moi, dans ma négociation pour le 2e tour, je peux vous dire que le revenu de base fera partie de ce que j'exigerai comme étude au fond, parce que pour répondre à votre question, mon revenu de base, il est beaucoup plus intéressant pour la femme seule, en particulier avec un enfant, que ne l'est aujourd'hui toutes les aides dans lesquelles plus personne n'y comprend rien. Est-ce qu'au PS, on prévoit quelque chose pour venir en aide aux familles? Le débat sur le revenu de base, d'ailleurs, mériterait d'être mené à un moment où on s'interroge sur la façon de valoriser les revenus du travail. Pour les familles monoparentales, je voudrais dire qu'elles ont d'ailleurs beaucoup augmenté, puisque leur nombre a doublé au cours des 30 dernières années. Ce sont, comme vous l'avez dit, principalement des femmes qui ont été trop souvent stigmatisées. Je pense au rapport Bockel commandé par le gouvernement, qui en fait un peu la source de tous les maux. Nous croyons que la clé, c'est de permettre à ces femmes, à ces hommes, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services. Je vais vous donner des exemples très concrets. Une femme seule
qui a des enfants en bas âge, qui ne peuvent plus aller à l'école à 2 ans, qui n'ont pas de solution de garde à proximité de chez elles ou de chez eux, qui cherchent un travail, comment font-elles pour aller à un entretien d'embauche? Est-ce que vous savez qu'un enfant sur 2 de moins de 3 ans ne bénéficie pas dans notre pays d'une proposition de garde? Donc notre proposition, c'est de dire, nous devons faire en sorte de créer un service public de la petite enfance. Ça veut dire quoi concrètement? Garantir l'accès à une place de garde, et cet accès sera prioritaire pour les familles monoparentales. Alors, il nous reste 12 minutes dans cette émission et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses brèves si possible. Et première question brève de Gilles Leclerc de Public Sénat. Christine Boutin, le président Nicolas Sarkozy a rendu hommage aujourd'hui à Don Rémy à Jeanne d'Arc. Est-ce que vous saluez cette initiative? Et est-ce que vous vivez ça comme un geste républicain ou un geste, j'allais dire entre guillemets, plus catholique? Ah non, c'est pas, les catholiques l'ont eu comme icône, mais il n'y a pas que la catholique, il y a eu la gauche, et tout le monde. Jeanne d'Arc, c'est une icône. C'est une icône. Je trouve qu'actuellement, c'est un petit peu un clin d'œil, puisque malheureusement, elle a été accaparée par le Front National. Je trouve que c'est un peu un clin d'œil vers le Front National qui, personnellement, ne me plaît pas beaucoup. Et Marisol Touraine, Eva Joly dit, finalement, Jeanne d'Arc, c'est un drôle de choix, c'est un symbole ultranationaliste. Qu'est-ce que vous dites? Elle est devenue un symbole nationaliste, mais c'est une figure populaire de l'histoire française. Mais au fond, vous savez, Nicolas Sarkozy a l'habitude de récupérer les grandes figures de l'histoire, Guy Môquet, Jean Jaurès, aujourd'hui Jeanne d'Arc. Je ne suis pas sûre que ça lui porte chance. Autre question, Christine Boutin, on voudrait savoir où vous en êtes de votre chasse aux signatures. Et même question, compte tenu de ce qu'a dit hier Marine Le Pen, qui affirme avoir du mal à avoir ses signatures, si elle ne figurait pas au premier tour de cette élection présidentielle, est-ce que vous trouveriez l'une et l'autre que c'est pas normal? Moi, pour répondre à votre question, j'ai beaucoup de difficultés pour avoir ces parrainages. Vous en êtes à combien? Moi, j'en suis à peu près à 160 maintenant aujourd'hui. 160 signatures que vous avez déjà obtenues, il vous en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Promesse. Ouais. Donc, il en faut au moins 400 pour être sûr. Donc, mais j'espère pouvoir les avoir. Mais moi, je dénonce un déni de démocratie qui est porté à la fois par le PS et par l'UMP. Alors moi, je me retourne vers l'UMP puisque c'est mon camp. Et je demande au président de la République de lever ce déni de démocratie. Parce que le premier tour dans la Constitution française fait qu'il y a une diversité d'expressions politiques qui, du reste, ne peut qu'alimenter le débat pour ceux qui restent en liste au deuxième tour. Et le fait qu'il n'y ait pas la possibilité de cette expression plurielle, c'est toucher à la démocratie, donc à une valeur fondamentale de la France. Et autrement, vous avez menacé de sortir votre bombe atomique. Oui, absolument. Alors la bombe atomique, j'ai été très surprise parce que tout le monde, quand j'en ai parlé, a pensé que c'était une boule puante sur un dossier de M. Sarkozy. D'abord, c'est pas mon genre d'attaquer les personnes. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une boule puante. La dissuasion peut prendre différentes formes et j'ai évoqué effectivement ce matin, c'est une des possibilités, mais la dissuasion on s'en sert rarement, mais c'est une possibilité de pouvoir soutenir un autre candidat que Nicolas Sarkozy. Exemple, François Bayrou pourrait être. C'est une arme de dissuasion massive. C'est une arme de dissuasion. Mais il y a d'autres armes de dissuasion auxquelles je pense. Marisol Touraine, sur les difficultés, en tout cas, qu'affirme Marine Le Pen sur le fait qu'elle ait du mal à rassembler les signatures. Une élection présidentielle, c'est quand même mais si elle n'était pas présente au premier tour, est-ce que vous trouveriez que, d'une façon démocratique, cette sensibilité-là ne soit pas représentée? Est-ce que ça poserait un problème ou pas? Je trouverais ça étrange, dans la mesure où, lors des élections, elle fait un score significatif. Mais enfin, il appartient aux élus qui ont la responsabilité d'apporter leur parrainage aux candidats, d'assumer leurs responsabilités. Moi, je considère qu'à partir du moment où un candidat, une candidate, une candidate porte un mouvement politique, représente quelque chose. Des élus socialistes qui pourraient parrainer ou donner des promesses à Marine Le Pen. J'imagine qu'il y a des élus qui ont voté Front National. J'imagine qu'il y a des élus qui ont voté Front National. Et donc, à eux d'apporter leur suffrage. Moi, je considère que, et Christine Boutin l'a dit, elle se revendique de droite et d'appartenant à la famille de la droite. C'est à l'UMP de déterminer si les idées et les valeurs que porte Christine Boutin doivent être portées dans la campagne présidentielle.
C'est absolument une opposition, parce que là, ça veut dire que les petits n'ont plus le droit d'exister. C'est-à-dire ce que l'on dénonce au plan économique, c'est les gros 440 qui ont le droit de gouverner le monde et les petits n'ont plus qu'à s'écraser. On est en train de faire la même chose au plan politique. C'est absolument scandaleux. L'UMP n'a pas à décider si je suis candidate ou pas. Ce sont aux Français de le décider. Donc il faut me donner la possibilité de pouvoir m'exprimer. Je pense avoir un dossier et un projet suffisamment global et cohérent et financé pour qu'il soit intéressant dans la crise aussi grave que nous avons aujourd'hui. Parce que, mesdames et messieurs, les responsables des gros partis, je suis désolée, vous n'avez pas beaucoup d'idées innovantes. Pas beaucoup d'idées innovantes par rapport à la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, il va bien falloir rebondir. Écoutez, Christine Boutin, le débat au moment de l'élection présidentielle, d'ailleurs, il y aura le second tour. Il faudra choisir entre la droite et la gauche. Et si vous vous ralliez à François Bayrou, il faudra quand même que lui-même dise clairement si il ne se retrouvait pas au second tour, ce qui est quand même possible, vous l'admettrez. Il faudra quand même qu'il dise si il va vers la droite ou vers la gauche. C'est aussi une question, comment dire, d'honnêteté et de transparence vis-à-vis des électeurs. De toute façon, mon soutien à quiconque vaudra que dans la mesure où il n'y aura pas de mariage homosexuel ni d'adoption homosexuelle, puisque moi je demande que le mariage soit inscrit dans la Constitution composé d'un homme et d'une femme. Et c'est une nouvelle question posée par Luc Bronner du Monde. Après le Mediator, la France a connu un nouveau scandale sanitaire avec les implants mammaires PIP. Que faire pour moraliser ce secteur de l'industrie pharmaceutique qui, année après année, connaît des scandales? Marisol Touraine. Écoutez, je crois qu'il faut quand même distinguer deux choses. Dans l'affaire des prothèses, comme dans l'affaire du Mediator d'ailleurs, nous sommes confrontés à des malfrats, à des voyous. Le PDG de cette entreprise de prothèses dit clairement qu'il faisait en sorte qu'on ne puisse pas savoir qu'il n'utilisait pas les bons produits. Là, il faut évidemment encadrer, mais surtout vérifier, qu'il y ait des contrôles. Mais encore une fois, là, on est face à une manœuvre frauduleuse. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, il ne faille pas renforcer les mécanismes visiblement, les instances de contrôle ont défailli. Non, je ne crois pas que les instances de contrôle, ce n'est pas un médicament. C'est ça la difficulté. La différence entre la prothèse et le Mediator, c'est que le Mediator est un médicament contrôlé comme un médicament, alors qu'aujourd'hui, vous avez les prothèses qui sont mises sur le marché avec un contrôle qui est plus faible. Et donc, il faut sans doute multiplier les protections. Beaucoup moins contrôlé que les médicaments. Il n'empêche, il y a eu des alertes qui ont été lancées à l'AFSAPS et puis des alertes qui sont peut-être aussi parvenues au ministère de la Santé. À votre avis, est-ce qu'il y a quand même eu ou non une défaillance des pouvoirs publics à un niveau ou à un autre dans cette affaire? Écoutez, moi, à ce stade, je ne dispose pas des éléments me permettant de dire qu'il y a eu défaillance des pouvoirs publics. À l'inverse, je crois que à la suite des différentes crises auxquelles nous avons été confrontés, il faut aller plus loin que la loi qu'a fait voter le gouvernement sur l'encadrement de la mise sur le marché des médicaments et qu'il faut faire en sorte que les procédures de contrôle soient renforcées et que les conflits d'intérêts soient bien encadrés. Sur ce point, Christine Boutin. Vous savez, là, on touche à un problème de société excessivement grave. En réalité, nous sommes dans une société où il n'y a plus du tout de conscience morale. Et qu'on sait très bien, on va jouer avec la réalité jusqu'au moment où on va être pris. Et si on est dans la logique de toujours installer davantage de contrôle, eh bien nous aurons d'autant plus de gens qui déborderont pour essayer de jouer et d'attendre que la justice les cueille. Moi, je crois qu'il faut redonner un sens à cette société. Je pense qu'il faut nous redonner un sens à notre vie, une exigence morale. Bien sûr qu'il y aura, je ne suis pas naïve et candide, bien sûr qu'il y aura toujours des malfrats, mais simplement reposer l'organisation de la société par le jugement de la justice quand on est pincé, quand on a fait une erreur, me semble être une grave orientation. C'est le libéralisme, c'est le libéralisme à l'état pur, ça. C'est une morale qui peut passer par les valeurs judéo-chrétiennes dont vous demandez l'inscription dans les traités européens, par exemple? Ça peut passer par ces valeurs-là qui sont des valeurs universelles, qui sont des valeurs humanistes que tout le monde partage. Mais en tous les cas, je crois profondément que cette idée du libéralisme qui fait que les conflits, les intérêts contradictoires de conflits ne peuvent qu'être traités que par le droit ne suffira pas à rétablir la paix dans notre pays. C'est cela la différence que j'ai avec Christine Boutin. Évidemment
qu'il faut que les hommes, les femmes se comportent de manière morale. Évidemment, il faut les encourager. Il faut souhaiter que hein. les hommes, les femmes n'aient pas envie d'enfreindre la loi. Mais l'État n'est pas là pour marquer une morale. L'État est là pour marquer le droit et faire en sorte justement de fixer les limites de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas dans une société donnée. Et on ne peut contrôler personne. Et voilà. Écoutez, il faut pouvoir contrôler. Si on ne contrôle pas, on a des affaires comme le Mediator ou comme cette affaire de prothèse. Juste d'un mot pour terminer, Marisol Touraine, l'appel qu'a lancé Eva Joly à un rassemblement des forces de gauche, à un nouvel accord qui réunirait tout le monde, d'un mot, vous en pensez quoi? Écoutez, un nouvel accord, je ne sais pas, mais en tout cas, un engagement au désistement pour le candidat le mieux placé au deuxième tour, ça me paraît une exigence de la part de toutes celles et tous ceux qui se déclarent de gauche. C'est une tradition historique de la gauche et je pense que ça fait partie de l'honnêteté que les candidats doivent avoir à l'égard de leurs électeurs. Au fond, on peut voter pour un candidat au premier tour dont on pense qu'il ne sera pas nécessairement au second. Je souhaite que l'on vote dès le premier tour pour François Hollande, mais je crois que ce qui est en jeu, c'est que chacun dise pour qui il votera au deuxième tour s'il n'est pas qualifié. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux de vous être déplacées jusqu'ici pour ce débat de la présidentielle. Et dans une semaine, nouveau rendez-vous et un nouveau débat de la présidentielle.